Après le journal, on revient pour poursuivre pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Zana Sadio Hichou et Frédéric Zeglo. Nous allons maintenant passer du côté de la Guinée. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà suivi le film Chasse à l'homme? Eh bien, on va parler de Chasse à l'homme. Le film était un film de Jean-Claude Van Damme. Cette fois, l'acteur, c'est le colonel Claude Pivy, un colonel condamné pour le massacre du 28 septembre. Il était le fugitif le plus recherché de la Guinée. Après plusieurs mois de cavale, le colonel Claude Pivy a été arrêté au Libéria. D'après des sources guinéennes et libériennes, Claude Pivy était le seul absent lors du verdict historique rendu le 31 juillet dernier dans le massacre, dans le procès pour le massacre du 28 septembre. Ça fait 10 mois que Claude Pivy s'est évadé de la prison de Conakry, aidé par son fils, lui-même militaire. Il était en cavale, selon les informations. Il a rejoint la Guinée forestière avant de prendre la direction du Libéria, pays dans lequel il a été arrêté. C'est un homme affaibli, regard hagard, qui a été appréhendé. À l'heure où nous parlons, Claude Pivy a été remis aux autorités guinéennes et se trouve dans une prison au niveau de la Guinée. C'est un personnage, Frédéric Azeglo, assez sulfureux. Il a une très mauvaise réputation. On lui prête beaucoup de gris-gris et un certain nombre de choses. Il a bâti un mythe autour de tout cela. Mais c'est un militaire de carrière qui a fait 3 guerres dont il a survécu. Il a été du côté d'Alpha Condé avant les événements du 28 septembre où il était très impliqué. Est-ce que finalement on va dire que c'est une bonne nouvelle que cet individu soit appréhendé? Oui, c'est une bonne nouvelle pour la justice guinéenne, bonne nouvelle pour le collectif des victimes du 28 septembre en Guinée. C'est une bonne nouvelle généralement parce que le fait que au cours d'un procès, en plein déroulement d'un procès, un accusé ou un prévenu prenne la clé des champs, fuit comme ça, ce n'est pas très bien. Là, on suppose que lui-même se reproche beaucoup de choses et qu'il trouve que, bon, quel qu'il soit, à la fin, il serait condamné. Et donc, lui-même s'est créé. Il a trouvé une situation pour fuir. Mais je me rappelle que Moussa Dadis Camara fuyait aussi ensemble dans la même condition que Claude Pivy. Mais Dadis, lui, a été rattrapé, ramené en prison. Bon. Il a dit qu'il a été kidnappé. Voilà, même Claude Pivy, j'ai écouté sur RFI aujourd'hui, il a dit qu'il a été, quand on l'avait obligé, un commandeur est venu l'exfiltrer de la prison, c'est ce qu'il a raconté aussi. Ah bon, donc, c'est un homme affaibli, il est affaibli, le regard pâle, il dit qu'il a le diabète, tout ça. Qu'il a un diabète chronique. Mais c'est un militaire de carrière. C'est quelqu'un qui a servi. Il a travaillé pour la Guinée, il a servi. Même il était un pion fort dans le gouvernement de Moussa Dadis Camara en 2009. Et donc, voilà, c'est la triste réalité où la bonne nouvelle pour les uns, c'est que Claude Pivy est appréhendé là et ramené en Guinée. Et on va attendre la suite. Les victimes se sont dites soulagées lorsque Claude Pivy a été arrêté et puis remis aux autorités guinéennes. Il va pouvoir purger sa peine de prison à vie. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des faits qui sont déroulés il y a 10 mois, est-ce qu'il y a une prison qui peut retenir cet homme? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Parce que lorsque vous aviez regardé les images de vidéosurveillance sur l'opération, c'est-à-dire le commando qui l'a filtré, mais il était clair et c'était évident qu'il y avait eu beaucoup de complicité au sein de l'armée guinéenne. Et d'autant plus que le personnage, il était à la fois craint et très respecté au sein de l'armée guinéenne. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pu occuper des postes vraiment stratégiques sous beaucoup de gouvernements passés. Il fut même à un moment donné l'un des gardes-corps de Charles Taylor. Oui. Et donc c'est vraiment un individu qui a sûrement des soutiens au sein de l'armée. Il doit l'avoir toujours. Et il faudrait rappeler que c'est lui-même qui s'est présenté à la justice.
C'est lui-même qui s'est présenté. Il n'avait aucune obligation de le faire. Il s'est présenté. Peut-être il pensait pouvoir s'en sortir. Peut-être il a minimisé les preuves, les témoignages, le travail de la partie civile à un moment donné. Mais l'étau se resserrait autour de lui et il a dû penser que la voie c'était plutôt la fuite en avant, mais voilà, aujourd'hui il est rattrapé. Maintenant, moi la question que je pose est combien de temps encore il fera en prison pour rester combien de temps? Parce que tout le monde sait, et c'est évident qu'il a beaucoup de soutien au sein de l'armée. Quelle est la prison où il sera? C'est beaucoup de questions et moi, ça pose vraiment un défi. Où le garder, parce que vous imaginez de la prison dans laquelle il sera, l'état dans lequel les gardiens de prison seront, les gens qui vont l'encadrer, tout ça là, ça pose beaucoup de questions et peut-être ce serait l'occasion que de vraies enquêtes soient menées pour que les complicités qui ont favorisé son exfiltration soient révélées au grand jour pour qu'ils puissent répondre de leurs actes aussi. On dit que les autorités guinéennes ont laissé entendre qu'il a été ramené à la prison de Koya, qui est à une 50aine de kilomètres de Conakry. Et aujourd'hui, toute la question se pose parce que son fils qu'il avait aidé à fuir est lui toujours en cavale, qui dit qu'il ne préparera pas après un autre coup également. Bon, là, moi l'histoire de la Guinée, j'avais dit, j'ai l'habitude de dire que ce procès c'est bien, ça sonne bien. Mais la Guinée n'avait pas besoin de ce procès en ce moment. Quelqu'un qui est venu renverser un pouvoir démocratiquement élu, qui s'assied, qui veut perdre du temps, gagner du temps en organisant un procès. Enfin, Mamadi Doumbouya. Et voilà, c'est la réalité en Guinée, c'était, tout le monde disait, mais il y a eu un renversement de situation politique, voilà, nous attendons que le nouveau pouvoir fasse quelque chose. Et il n'a rien fait, il a organisé un procès, et ça a longtemps amusé les Guinéens. Maintenant, il y a une observation que je juge cruciale, que j'ai toujours faite dans cette affaire de procès en Guinée. Moussa Dadis Camara était réfugié au Burkina Faso. Il est allé là-bas volontiers. Et il a un certain nombre d'arguments. Il dit, je n'ai pas demandé qu'on massacre la population. Et il a dit à plusieurs reprises que j'irais me présenter. Et il avait l'assurance qu'à la fin du procès, il sortirait. De la même manière, Claude Pivy était sûr qu'il ne serait pas arrêté, il ne serait pas mis en prison. Alors, il se passe souvent quelque chose dans des procès. Alors, l'homme, ou s'il y a un homme, plutôt je préfère parler comme ça, derrière ce procès, qui voulait voir sûrement certaines personnes condamnées, tout ce que les gens vont raconter au procès, les avocats vont débattre, ils vont tout dire. Il y a une fin du procès déjà connue, donc je peux dire que c'était ce constat-là que Claude Pivy et les Moussa Dadis Camara les autres étaient en train de faire lors du déroulement du procès, et ils ont dit, l'histoire ne nous arrangerait pas, personne ne nous écoute, personne n'analyse ce que nous disons. Mais les faits ont eu lieu, le massacre a eu lieu. Le massacre a eu lieu. Plus de 109 morts, tout le monde dit que 150 blessés, violés. Et Claude Pivy, tous les autres là, ils ont dit que c'est pas eux. Et donc, quand tout le monde dit que c'est pas moi, c'est qui a perpétré ça. Et donc, mais la justice l'a déterminé. Ce qui retient mon attention, c'est que Claude Pivy s'est rendu vraiment lui-même. Il avait tout le temps pour fuir. Il a travaillé en Guinée après le départ de Moussa Dadis Camara. Moussa aussi était en liberté au Burkina Faso. Rien ne les obligeait à aller. Et voilà, c'est une affaire guinéo-guinéenne. Mais je dis, pour l'intérêt de la paix, il faut qu'on voie tout ça là et qu'on prenne un juste milieu pour que l'Afrique demeure en paix. Vous l'avez rappelé, c'est un personnage très craint, mais également très admiré à cause de ses faits d'armes antérieurs. Les prisons sont gardées par des militaires. Ce qu'il n'a pas à Koya, il n'aurait pas de partisans
C'est un nouveau geôlier. Hein? Non, la question qu'il faut aussi se poser, c'est-à-dire que si des gens ont pu mettre en échec le dispositif de sécurité d'une prison à Conakry, est-ce que c'est plus loin que ce sera plus difficile pour eux de mettre en échec? Sinon, moi lorsque vous lisez l'histoire du monsieur, il faut le reconnaître, c'est lui qui, à un moment donné, a su ramener la sécurité à Conakry. Il a su mener une lutte victorieuse contre les trafiquants dans la capitale. Donc, et lorsqu'il y avait un gang qui sévissait dans une localité de la capitale, c'est lui avec ses hommes qui partaient au front, et les brigands, etc. Et il a su mettre fin à toutes ces pratiques-là. Donc, il jouit vraiment d'une certaine popularité. Bon, il a été condamné. Donc, aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Est-ce que vraiment il pourra rester pendant longtemps en prison? Mais vous savez, aujourd'hui, le procès qui s'est déroulé a une certaine dimension aussi politique. Parce qu'il fallait, on sentait qu'il fallait préserver un certain nombre, un certain équilibre, ne pas opposer les régions entre elles. Donc on a dû essayer de dire, bon, on va essayer de condamner de manière solidaire tout le monde pour ne pas dire qu'on a libéré tel, pour ne pas dire que c'est un procès qui se retourne contre une certaine Guinée forestière. Donc je crois qu'il y a eu des pesanteurs. Justement, oui. Et moi je pense que l'avenir de cette histoire, que on essaie d'amnistier ce beau monde-là un jour ou l'autre pour vraiment favoriser la paix, l'union entre les Guinéens. Et lui-même, vous pensez que, parce que bon, on l'a entendu, il a expliqué avoir été exfiltré de sa prison par 3 hommes qui l'ont amené après en Guinée forestière, où il a passé 3 jours dans son village avant de passer à la frontière vers le Libéria. Ça montre quand même que ceux qui l'ont exfiltré, c'était quand même un coup bien préparé. Est-ce que vous pensez que l'individu lui-même est quelqu'un aujourd'hui qui est disposé à purger sa peine? Non, qu'il soit disposé à purger sa peine ou non, il va le faire le banon militaire. Il va le faire le banon militaire. Il a été arrêté. Je rappelle que la prison où il est maintenant a déjà fait l'objet d'attaques. Oui, il a déjà fait l'objet. Mais ils ont dit qu'ils ont reconstruit totalement la prison. Ils ont reconstruit totalement la prison. Donc ça veut dire qu'ils ont jugé cette prison la meilleure pour pouvoir contenir Pivi. Et donc, bon, il n'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un individu, un homme, cher et sain, et qui est toujours prédisposé à purger une peine? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La liberté, c'est dans nos ADN. Une prison toujours contraire au désir. C'est un lieu de plaisir. Et donc, il ne serait pas disposé. Même, je crois que il faut que l'autorité regarde, voie où met ce monsieur, où le mettre, ou quelles conditions créer en Guinée, afin de tirer un trait sur ce passé douloureux. Quelles conditions? Puis ce qui, M. Claude, puis doit rester quelque part. Et encore, ces partisans vont préparer sa fuite une deuxième fois. Ce serait très très mal vu. Et ça là pourrait rabaisser le système sécuritaire de toute la Guinée. Et donc, s'il ne le peut pas, il faut créer une condition ou demander à un pays étranger qui a une prison sûre je ne sais pas si c'est possible dans le droit international. Oui, c'est possible. Puisque on avait envoyé Hissène Habré dans une prison quelque part. C'est là il était mort. Et donc, si la Guinée... Non, après le Sénégal, il a été jugé, Hissène Habré a été jugé au Sénégal. Mais on serait en train de décider de l'envoyer purger sa peine dans un pays européen ou quelque part. Oui, donc, si les autorités de Guinée trouvent que les ratifications
militaires autour de ce monsieur ne lui permettront de s'enfuir une nouvelle fois. Il faut qu'on trouve une solution où il doit plus sa peine passer plus c'est une peine de prison à vie. Et il doit passer le reste de ses jours ou qu'un jour un président élu en Guinée lui donne la grâce présidentielle. Mais on a aussi l'impression que cette arrestation et ce retour à Conakry est peut-être salutaire pour lui, vu son état de santé aussi. Oui. Moi, je pense sincèrement qu'il n'a pas vraiment mesuré les conséquences de sa vie, parce que quand même, il était un colonel. Il était un colonel et je ne pense pas qu'il a été question à un moment donné de leur radiation au sein des forces guinéennes. Donc, je crois qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de ce dans quoi il était surpris. Il était en train de s'engager en voulant fuir. C'est-à-dire un colonel qui du jour au lendemain va vivre comme un homme des bois et le retrouver dans cet état-là. Je crois que pour lui-même, son intérêt, c'était mieux qu'il soit en prison que dans l'état là où on le trouve, où on l'a trouvé. Est-ce que c'est ce genre de personnage avec son pédigré, j'ai envie de dire mi-bête, mi-belle, est-ce qu'on s'en pense rapidement? Je n'ai pas compris la question. C'est des gens quand même utiles, hein? Est-ce qu'on peut s'en passer aussi rapidement? Bon, c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. C'est comme un Diendéré au Burkina Faso. C'est des gens qui ont construit l'appareil sécuritaire, qui maîtrisent un certain nombre de dossiers, de renseignements sur lesquels on peut se référer pour s'édifier dans beaucoup de situations. Donc c'est dommage que ces gens du jour au lendemain ils se retrouvent isolés, alors qu'on peut trouver un cadre approprié pour pouvoir toujours bénéficier de leurs compétences, de leur savoir-faire. Je peux donner peut-être l'exemple de ce qui se fait aux États-Unis. Et quand bien même vous êtes condamné, si on vous reconnaît des qualités exceptionnelles, et on peut décider de vous créer un cadre où vous faites bénéficier à l'État de votre savoir-faire, vous apportez votre savoir-faire sur un certain nombre de sujets. Deuxième sujet, dernier sujet, maintenant on va parler du Togo. La politique qui s'invite à nouveau avec du côté de l'opposition, le Front touche pas à ma constitution qui aujourd'hui se divise. Trois partis sont exclus de ce front. C'est dans une correspondance adressée aux trois chefs de parti. C'était la semaine dernière. Le Front pointe du doigt plusieurs griefs, une participation irrégulière, voire inexistante, aux rencontres de réflexion, d'orientation politique et de fonctionnement du Front. C'est le cas du Parti Santé du Peuple, du docteur Kouessan. Un désalignement par rapport aux orientations communes du mouvement et des prises de position politiques en contradiction avec les objectifs du front, comme l'a fait le président de l'UDS Togo, Antoine Foli. Et puis une proximité avec le gouvernement dans la mise en place de la 5e République qui interroge sur la cohérence, notamment le voyage en Inde auquel le parti ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral, a pris part. Toute chose qui amène aujourd'hui le Front touche pas à ma constitution à exclure donc ces trois partis, Santé du Peuple, UDS Togo et ADI. Frédéric Azeglo, pour certains, le Front même n'était qu'un épiphénomène et aujourd'hui exclure des gens, c'est rien. Au fait, quelle est la base du Front? Il y a eu modification ou une nouvelle constitution qui veut amener le Togo dans une 5e République. Et donc le Front n'était qu'une réaction que l'opposition a faite à l'époque. Alors la base même du Front, je ne la vois pas. Et bien donc je ne sais pas, je ne suis pas sûr, puisque dans les communiqués qu'ils ont fait, ils n'ont pas sorti une charte qui disent que voilà la charte claire du Front. Et c'est à cette charte-là, c'est comme la charte-là que les gens ont travaillé et nous voulons les exclure. Il dit, touche pas à ma constitution, mais ce faisant, d'autres ont dit,
que nous ne pourrons pas rester sur place quand la Constitution a été promulguée et que le pays court vers la 5e République en janvier 2025. En janvier 2005, nous allons tomber dans la 5e République. Ils ont trouvé que la lutte là était caduque et qu'il faudrait la laisser et réfléchir autrement. Et donc, je ne vois pas la base même, le fondement de ce front n'est pas aussi, il n'y a pas une base saine, une base claire. Il est vrai, des citoyens sont retrouvés. Il y a une base, c'est la Constitution. Laquelle Constitution? La nouvelle? C'est ça la base. La base, voilà, qu'est-ce qu'ils se sont dit entre eux? Qu'est-ce que... C'est mener des actions pour que la Constitution oui, ça reste. Que la nouvelle Constitution ne vienne pas. Oui. Donc, je ne vais pas perdre les pédales. Il est vrai, si nous voulons cheminer, on dit, et la Bible dit quelque part, que si 2 ou 3 personnes veulent cheminer ensemble, ils sont obligés de s'asseoir d'abord et de définir l'itinéraire qu'elles vont suivre. Alors, si ceux qui sont dans le front sont d'abord déjà assis, ils ont défini un itinéraire, et que chemin faisant, d'autres ont trouvé que je ne peux plus marcher comme ça et qu'on les mette dehors. Je ne trouve même pas l'importance que les Antoine Folie, tout ça là, restent et qu'on les mette dehors, alors que, chemin faisant, eux, ils ont vu que ma compréhension actuelle de la chose ne me permet plus de rester dans le front. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés jusqu'à ce qu'ils ne soient exclus ou eux-mêmes devaient faire la déclaration et partir d'eux-mêmes. C'est pour vous, c'est un événement, ça? Même pas. Moi, je dirais limite, c'est du ridicule qui continue et à tacite reconduction. Oui, c'était une réaction épidermique parce qu'il y avait un projet de nouvelle constitution et l'objectif, entre autres, c'était d'empêcher que la dite constitution rentre en vigueur. Et malheureusement, on est allé aux élections. Le peuple togolais a donné la majorité au camp de mon co-débatteur ici. Et donc, naturellement, la Constitution a été promulguée. Elle est rentrée en vigueur depuis le 6 mai 2024. Ouais. Donc maintenant, lorsque nous sommes des personnes, des citoyens réfléchis, qu'une loi qui rentre en vigueur et qu'on se retrouve entre acteurs de la société civile, entre responsables de partis politiques, dire qu'on est en train de mener une lutte contre une loi qui a toute force pour être appliquée, qui est déjà même appliquée au sein de l'Assemblée nationale. Quels sont les moyens disponibles qui permettent de faire échec à l'application de cette constitution-là? Il faut que les gens réfléchissent une minute. Si c'est le fait aujourd'hui de dire on organise 2 meetings à Kodjendi, demain on s'en va à Vaughan, et même lorsque vous voyez l'attroupement, même je ne dire moins que modeste, de ces réunions, se pose beaucoup de questions. Ça veut dire que, excusez-moi, c'est comme si des gens prenaient des Togolais comme ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si les Togolais étaient foncièrement contre, voulaient vraiment en finir, on allait avoir les réactions. Il y a un camp qui a gagné, et depuis que la Constitution a été promulguée dans le pays, les choses se passent calmement, et je ne vois pas un seul Togolais qui dit que lui là, la Constitution lui fait préjudice dans ses activités économiques, etc., etc. Je ne vois pas un seul Togolais. Donc il faut à un moment donné que nos politiciens sortent de l'imaginaire. C'est-à-dire les gens sont restés dans un imaginaire politique qui date des années 90, ne sachant pas que beaucoup de paradigmes ont changé, ont évolué. Mais les gens ont le droit de s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une forfaiture. Tout à fait, les gens doivent s'opposer. Mais dans ce contexte, quels sont les moyens dont nous disposons? Moi, je dis, si aujourd'hui, la lutte, leur prétendue lutte bien sûr, consiste à faire échec à la nouvelle constitution, je crois que
il y a un acteur qui l'a si bien dit. La seule voie qui s'offre à eux, c'est de mobiliser leur électorat jusqu'aux prochaines élections législatives. Ils auront alors la majorité qualifiée au sein de l'Assemblée nationale pour faire échec, pour changer la Constitution. Moi, je pense que c'est la seule voie qui s'offre à eux. Maintenant, si c'est le fait de surfer sur une révolte populaire, mais c'est comme prendre des Togolais pour des idiots. Depuis le 6 mai jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre. En septembre, dit que on doit parcourir le Togo pour réveiller les Togolais, pour qu'ils comprennent, mais c'est nous prendre pour des idiots. Ils sont en train de perdre le temps. Donc, si leur affaire de touche pas à ma constitution là consiste à aller vers les populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut que les partis politiques aient une certaine assise sur toute l'échelle, surtout à l'échelle nationale. Cette nouvelle constitution, pourquoi elle est tant décriée par certains partis politiques? Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que depuis 1990, il y a certains partis politiques qui ont fait de l'OME, c'est-à-dire c'est le début et la fin de toute leur implantation. Alors qu'aujourd'hui, de leur président. Parce que ce qu'impose la nouvelle constitution, c'est que pour avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous devez avoir la majorité des députés. La préfecture du Golfe et d'Agoué réunis n'offre pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc il faut être représenté sur au moins toute l'étendue du territoire. Et c'est ça, c'est ce retard-là qui savent qu'ils vont mettre beaucoup d'années, voire des décennies, peut-être plus d'une génération à rattraper, voyant que c'est perdu d'avance. C'est pourquoi se dit, cette affaire-là, nous sommes morts. Il faut la transporter dans la rue. Voilà. C'est-à-dire, faute de pouvoir gagner dans les urnes, les gens pensent que ils peuvent gagner sur d'autres terrains. Mais encore, c'est se foutre des Togolais. Dire que de mai jusqu'à présent, il va falloir encore parcourir le Togo, quitter Bé, aller à Vaughan, aller ici pour réveiller les Togolais, aller à Sokoudé pour organiser des messes, quoi. Et même lorsque vous voyez même la trajectoire, moi je n'arrive pas à les lire. Une affaire de touche pas à ma constitution, ça ne prend pas. On trouve bon, on va essayer de joindre à ce dossier l'affaire de prétendu 93 détenus politiques. Vous voyez, donc, il y a dit c'est un mélange de gens qui ne dit pas son nom. On exclut des gens sur quelle base? C'est sur quelle base vous étiez réunis? Et c'est l'histoire, c'est la même histoire qui se répète. De coalition en coalition, de regroupement en regroupement, on se regroupe. Et on ne pense jamais établir le cadre qui nous réunit. Et du jour au lendemain, tel-ci c'est le traître, c'est tel-ci qui a fait ça, c'est tel-ci qui a fait ça. Mais moi je ne sais même pas, sincèrement, je ne sais pas ce que Adi même est allé chercher dans cette affaire-là. Sincèrement, moi je ne sais pas ce que Adi est allé chercher dans cette affaire. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes député, vous êtes appelé à travailler conformément à la 5e République. Le règlement de l'Assemblée nationale, c'est arrimé à la 5e République. Vous allez faire une affaire de quoi sincèrement, pour Adi, je n'ai pas trouvé opportun de le retrouver dans ce cadre-là. Alors, j'ai expliqué quand même que pour, par exemple, un parti comme Santé du Peuple, c'est qu'on lui reproche de ne pas participer aux réunions. On ne sait pas trop pourquoi, mais pour UDS Togo de Antoine Folie, c'est plus parce que ses positions sur la nouvelle constitution, sur un média, il avait commencé par dire à l'opposition, bon, il faut accepter le fait accompli. Et c'est ce qui lui vaut d'être exclu aujourd'hui. Est-ce que, finalement, on est avec une opposition qui manque de réalisme? Oui, l'opposition manque de réalisme. Il ne parle pas d'une seule et même voix. Et il y a aujourd'hui des gens qui se disent rigides, nous voulons que l'ancienne constitution. Nous voulons que l'ancienne constitution. Il y a d'autres qui disent, bon voilà, le fait est accompli, venez. D'autres disent, retrouvons-nous, travaillons, ayons de la majorité dans la prochaine Assemblée nationale et nous pourrons réagir. Et donc, il y a aujourd'hui deux oppositions. Une opposition qui dit non, restons sur l'ancien front, combattons, descendons dans la rue, trouvons les gens, expliquons des choses aux populations, alors que les populations ont déjà compris toutes choses.
La population a déjà tout compris. Et donc, l'autre partie de l'opposition dit, bon, d'accord, nous avons vu, c'est parce que nous n'avons pas travaillé, c'est parce que nous manquons de réalisme que cette constitution est changée. Voilà le vin tiré, il faut le boire, mais le boire intelligemment, par au passé. Qu'est-ce que nous devons faire pour revenir, pour voir nos désirs réalisés. Et donc, quand vous trouvez cette histoire, quand vous racontez, vous prenez le cas de ce front touche pas, le prétendu front touche pas à ma constitution, il y a ce phénomène-là. Il y a d'autres qui disent, ceux qu'on est en train d'exclure aujourd'hui ne trouvent pas opportun d'aller faire ce débat, de retourner encore dans la rue ou d'aller voir 6 personnes ici, là, rencontrer l'autre là, pour dire, bon, venez, manifestons. Depuis plus de 30 ans qu'on manifestait, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Oui, mais en même temps, c'est pas parce que le passé n'a pas marché que les gens doivent aller dormir sur le laurier. Justement, si le passé n'a pas marché, si vous voulez agir de nouveau, il faut prendre des nouvelles dispositions qui ne contrastent pas, qui contrastent forcément avec le passé, parce que vous avez pris des décisions, vous avez pris des initiatives qui n'ont pas marché. Alors on ne pourra plus revenir avec des initiatives de il y a 30 ans et qu'on va vouloir plaquer aujourd'hui. L'exclusion, je ne suis pas dans l'opposition, mais exclure des gens n'a jamais rien arrangé. Exclure des gens n'a jamais rien arrangé. Antoine Folly a dit clair sur un média ici, il a dit que nous n'allons pas poursuivre de manière inlassable cette histoire de tous par la Constitution et que nous pouvons réfléchir autrement. Si c'est ça qui mérite son exclusion, bon, je ne sais pas même ce qu'il est parti faire dans ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de la Constitution, de la nouvelle Constitution, de l'ancienne Constitution, mais sincèrement, la nouvelle Constitution n'empêche pas un Togolais revendeuse d'aller vendre ses marchandises au marché. La nouvelle constitution... Oui, mais prendre ça dans ce sens, c'est comme vous dites, bon, finalement, comme rien ne vous empêche de vaquer à vos occupations, laissez les gouvernants faire ce qu'ils veulent. Faire ce qu'ils veulent, oui. Gouverner, c'est prévoir. La manière de prévoir, c'est que voilà, nous avons pendant plus de 60 ans fait avec une forme de gouvernance. Changeons maintenant pour voir ce que ça va donner. Et voilà, la 5e République aujourd'hui, c'est ça qui fait les indépendances des mairies. Aujourd'hui, le système de décentralisation est en marche. Alors, la 5e République a amené un certain nombre de changements que nous allons voir progressivement. En 2025, nous rentrerons totalement dans la 5e République et vous allez voir, le peuple va voir ce que ça va donner de positif, de très positif. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que quand vous lisez, je ne dirais pas la charte, le document de travail qui est assigné aux communes, le travail qui est assigné aux conseillers régionaux, c'est-à-dire que le développement des communes, des localités ne dépendra plus de l'autorité centrale, mais les élus locaux, les élus dans les régions seront plus proches des populations et géreront les affaires de la population. C'est une nouvelle manière qui pourra apporter un plus dans la gestion des affaires de l'État. Et donc, dire sans trop de calcul que voilà, nous ne voulons pas la 5e République, nous ne voulons pas la 5e République, oui, c'est un discours politique. Puisque j'ai l'habitude de dire qu'on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Alors, le pouvoir que des gens ont perdu dans les urnes, ils tentent de le rattraper dans la rue et ça ne marche toujours pas. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'opposition devrait finalement se taire? Se taire, c'est assez fort tout de même. Mais se réinventer, je dirais oui. Parce que lorsque je prends l'histoire de M. Antoine Folly, c'est ça? Son histoire, est-ce que c'est l'individu Antoine Folly qui est exclu ou bien qui était membre de ce front ou bien c'est son parti politique? Parce que je crois savoir que la formation de M. Antoine Folly a désavoué les propos de l'intéressé. Donc, je me pose la question, c'est-à-dire, et ça permet de réfléchir comment ce front-là fonctionne. Est-ce que M. Antoine Folly, c'est lui qui est exclu, lui personne, ou bien c'est son parti politique? Lui, il a tenu des propos, mais son parti ne s'est pas aligné dessus. Donc, à partir de ce moment-là,
Est-ce que c'est le parti qu'on doit tenir responsable alors que ce dernier a désavoué les propos de son premier responsable? Peut-être on doit aussi réfléchir à cela. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui sont derrière nous. Il y a beaucoup de débats, surtout cette affaire de lutte contre la... Il faudrait que les choses changent. Vous savez, il y a une chose qui est de vouloir. Mais pouvoir, c'est de se donner les moyens de réaliser ce qu'on veut. Il ne s'agit pas pour l'opposition de se taire, mais de se demander est-ce qu'elle se donne vraiment les moyens d'obtenir ce qu'elle veut. La nouvelle constitution impose de nouvelles règles. Et ces règles, je les ai dit, pour avoir le pouvoir, un individu ne peut pas s'asseoir à Lomé du jour au lendemain à la veille des élections, peut-être comptant sur le financement de l'État à la campagne présidentielle, se présente. Non, ce n'est plus possible. Désormais, c'est le parti qui a la majorité des sièges qui désigne le président. Voilà. Et donc, ça pousse les partis politiques à s'engager plus sur le terrain, à être représentés. Moi, je trouve que c'est un des effets positifs de la nouvelle constitution. Soit on a les moyens, et si on ne les a pas, on recherche des alliances fortes. Voilà, oui, dans ce sens-là, on pourrait dire oui, la nouvelle constitution va entraîner la formation de blocs. Et c'est un peu comme la réforme du système partisan que M. Talon a fait. Il a dit il faut des lois. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, à part les pays anglophones, vous voyez aux élections, vous avez plus de 30, 40, 50 candidats qui s'annoncent. Mais en quoi ça pose problème? Moi, je ne comprends pas ce débat. En quoi ça pose problème? Non, ça pose vraiment un débat parce que ça permet, ça favorise l'émiettement de l'électorat. Je dis n'importe quoi pour un rien, à cause d'un jeu malsain politique, on suscite des candidatures pour fragiliser l'électorat de quelqu'un. Juste, et ça fausse le jeu démocratique. Donc... Mais c'est une arme dont les pouvoirs se servent dans le pays. Mais ce n'est pas une arme vraiment qui favorise. C'est-à-dire, tout ce qui ne favorise pas l'expression démocratique, il faut le combattre en soi. Et un pays comme le Bénin, Patrice Talon, il a porté le leadership de cette réforme partisane. Au début, cette réforme n'a pas été comprise, mais aujourd'hui, c'est entré. C'est une réalité. Vous comprenez? C'est toujours comme ça les débuts. Donc moi, aujourd'hui, le fait que cette nouvelle constitution pousse, oblige les partis de l'opposition, soit à se taire, soit à se coaliser, c'est une bonne chose. Vous allez voir, ils vont rester dans cette logique-là, mais d'ici 5 ans, ils vont se rendre à l'évidence qu'il va falloir taire un peu leur divergence entre eux-là et essayer de former un bloc malgré leur divergence. Comme on a l'habitude de le voir dans certains pays, bon, il y aura, je dis n'importe quoi, peut-être une droite, une gauche plus radicale, une gauche assez... Il y aura de cette manière, mais ils seront obligés de se retrouver dans un bloc, puisque aucun d'entre eux n'a pu vraiment chercher à avoir une assise à l'échelle nationale. Est-ce que vous, parce que quand je suis ce que développe Zana, pour beaucoup, c'est dire que ce genre de constitution, comme le Togo vient de se doter, s'adapte plus à des pays qui ont des élections transparentes, et ils disent que ce n'est pas le cas du Togo. Non, au Togo, il y a des élections transparentes. Ça, c'est le militant qui parle. Personne n'a jamais prouvé à l'opinion nationale et internationale que les élections n'ont pas été transparentes. L'opposition, plusieurs fois, a dit clairement que les élections n'ont pas été transparentes. C'est le discours du perdant. C'est le discours du perdant dans beaucoup de pays. Donc, vous avez suivi le match du Barça la dernière fois? Je ne suis pas fan de foot, donc... Toujours à critiquer l'arbitrage. Vous verrez toujours des gens qui diront que l'arbitre est le troisième défenseur, bien le dernier défenseur, etc. Il y aura toujours de ça. Donc, la nouvelle forme de gouvernance de la 5e République n'a rien de malin. Je rejoins mon co-débatteur qui a dit cela permettra à ces petits partis politiques de se regrouper enfin. Parce qu'il y a des partis politiques à Lomé
qui n'ont que leur président pour membre. Et le domicile de salaire du président, le bureau, j'ai parti. Il y en a plein. Et des partis qui n'existent que de nom. Alors, quand on leur dit présentez votre état-major, on ne trouvera que eux, deux amis, et puis cela s'arrêterait là. Et donc, mais vous oubliez que c'est des partis qui ont une autorisation d'exister, donc qui remplissent les conditions, et le ministère a vérifié les choses avant de donner les autorisations. Naturellement. Mais entre-temps, les militants, beaucoup de militants de ces partis ont pris 2 décisions et se seraient partis. Donc, de beaucoup de partis n'existent que de nom. Ils n'ont même pas de siège. Les partis qui ont de siège, on peut les citer au bout de Douala Lomé. Au bout de Douala Lomé. Et donc, le Togo est à nous tous. Nous avons le devoir de construire le Togo chacun à sa manière. Alors, si quelqu'un a une assise quelque part et d'autres ont une assise quelque part, on peut coaliser, bon d'accord. Quand moi je parle, on écoute beaucoup à Voga. Alors donc, nous sommes ensemble, mais quand toi tu écoutes, tu parles à Guérin-Kouka, on t'écoute. Et donc, on peut coaliser et travailler. Là, le système de décentralisation dont parle la 5e République sera même ancré même dans les partis d'opposition. C'est-à-dire qu'il faut laisser de gouverner seulement à Lomé. La population du Togo ne s'arrête pas qu'à Lomé. Il y a des populations à l'intérieur. Oui, mais quand ils essayent d'aller, par exemple, pour prier à Sokodé, bon, on leur dit que c'est pas autorisé. Oui, bon. Comme dirait quelqu'un, il faut une autorisation pour prier au Togo. Oui, Sokodé, c'est une ville très sensible. Eux aussi, n'ont qu'à venir prier à Lomé d'abord, non. Vous êtes méchant, je vous le conseille. Dieu partout. Pourquoi prier? Parce qu'il va se connaître. Messieurs, on va marquer la fin ici. Merci beaucoup. Frédéric Azeglo, merci. Et merci à Zana Sadio d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le samedi prochain.